Donc bonjour, on va vous présenter donc là, les différents moyens d'essai que nous avons pu observer au cours de notre stage à Thales. Donc nous avons visité les différents tests liés aux contraintes environnementales. Donc il y en a 3. Donc il y a le test de vibration, le test thermal vacuum et le test électromagnétique compatibility. Donc ces 3 tests ils sont réalisés au préalable sur les différentes pièces du satellite avant de les assembler, afin de les soumettre aux conditions qu'elles vont subir dans l'espace. Du coup, on a d'abord vu le labo de vibration. Donc, on a vu une plaque vibrante. Donc, on a vu la plus puissante qu'ils ont à Thales, parce qu'elle est de 180 kN. Donc, il y a des vibrations aléatoires et ou sinusoïdales. Ça simule les secousses lors du lancement du satellite, à la fois dû au mouvement, parce que ça part dans l'espace, mais aussi à la fois dû à l'acoustique, parce qu'on a vu qu'une fusée Ariane, elle peut monter jusqu'à 180 décibels. Ça vibre dans différents axes pour simuler tous les axes possibles et toutes les vibrations possibles. Et dans ce labo de vibration, ils testent aussi le choc. Donc ils vont lancer une grande masse sur une des pièces du satellite qui est accrochée par un fil. Et c'est un énorme coup, ça tape très fort la pièce pour savoir à quel coup elle peut résister. On a aussi vu le laboratoire du vide thermique, mais aussi de changement de température. Il simule le vide de l'espace, mais les changements de température aussi, parce que dans l'espace, quand le satellite il est du côté soleil, il peut aller jusqu'à 180 degrés, et quand il est à l'ombre, il peut descendre jusqu'à 180 degrés. Donc c'est un énorme caisson épais entouré de métal. C'est une enceinte métallique, parce que, imaginons qu'on prenait une bouteille, et quand on enlève toute la pression de cette bouteille, elle se ramollit un peu, elle diminue au niveau de la taille, au niveau du volume, et du coup, ça reste pas dans sa forme initiale, donc on ne peut pas trop tester les choses à l'intérieur. Ils font une simulation jusqu'à 10 puissance moins 6 millibars. Dans l'espace, c'est 10 puissance moins 11, mais c'est le maximum qu'ils puissent atteindre, c'est déjà très bien, c'est déjà assez proche. À l'intérieur de ce caisson, on a des capteurs reliés pour voir comment réagissent les pièces face aux températures, mais face au vide aussi. Donc après, nous avons pu observer le test électromagnétique compatibility. Donc, en fait, ces tests sont réalisés dans une cage de Faraday qu'on appelle. Et à l'intérieur, en fait, cette cage permet d'effectuer des tests sur les ondes et les mesurer. Donc cette cage de Faraday, elle est complètement métallique. Et à l'intérieur, en fait, c'est de la mousse constituée dedans de carbone, pardon. Et du coup, voilà. Donc c'est une mousse absorbante hyper fréquente qui est du coup constituée de carbone. Elle permet de couper toutes les ondes extérieures. Et on a pu faire le test quand on était à l'intérieur. Nos téléphones ne captent aucune onde et on ne peut pas passer d'appel ni recevoir de messages. Donc, maintenant, on va vous présenter les systèmes de navigation par satellite et par drone. Donc d'abord, un drone, avant tout, c'est un avion cible. Donc il ne contient aucun pilote. Il est piloté soit à distance, soit par une intelligence artificielle. Il y en a des tout petits, à l'image par exemple des insectes, comme des drones libellules, des drones différents types d'insectes. Des drones de taille beaucoup plus classiques, comme les drones civils que nous connaissons tous, que de nombreuses personnes possèdent. Ils font entre 5 et 50 cm pour la plupart. Et enfin des drones beaucoup plus gros, qui, du fait de leur prix, ne sont jamais possédés par des personnes. Ils appartiennent soit à des militaires, comme par exemple des drones d'observation qui peuvent faire entre 5 et parfois même 25 mètres, ou à des grandes entreprises, comme le drone solaire de l'entreprise Google, qui a volé pendant 36 jours uniquement grâce à ses panneaux solaires, ou comme le projet du Stratobus de Thales, un ballon dirigeable sans pilote qui vole à une altitude de 20 km. Pour cela, il possède des panneaux solaires de plus de 1 km² flexibles pour pouvoir se poser sur un ballon.
Donc les drones sont aussi beaucoup utilisés dans le domaine de la rescue. Donc ils complètent le travail des satellites en donnant des mesures beaucoup plus précises. Donc on peut passer d'une précision d'environ 400 mètres juste avec des satellites à une précision d'environ 4 mètres, donc ce qui est une bonne augmentation. Car en fait les drones, les antennes sur les drones permettent de limiter les effets de rebond et donc augmentent la précision des mesures. Donc c'est très utile et c'est une révolution pour les secouristes car ça permet du coup de mieux localiser la position des victimes et ce qui peut donc servir à sauver de nombreuses vies. Donc, néanmoins, les drones sont soumis à de nombreuses lois. Donc depuis leur explosion, on a eu de nouvelles réglementations pour le vol des drones. Donc, en fonction ils sont réglementés en fonction des zones et de leur catégorie de conception. Donc, pour les drones publics, ils sont limités à moins de 150 mètres d'altitude, mais ont également de nombreuses zones interdites. Par exemple, à côté des aéroports ou des héliports, ils sont limités à 50 mètres. Alors, chez Thales, les drones servent essentiellement à faire des tests ou encore des simulations. On peut les utiliser comme pour représenter des bateaux ou encore des satellites. Ils permettent de faire justement des tests où leurs antennes permettent de limiter les effets rebonds, donc d'avoir des mesures beaucoup plus précises que ce qu'on pourrait avoir avec des tests faits par des antennes et par exemple des satellites où il y a beaucoup d'effets rebonds entre le sol et les antennes. Donc ça permet de bien calibrer les systèmes pour les tests et les essais. Ensuite, du coup, je vais vous parler de l'avis qu'on a, mon groupe et moi, sur la présentation de Thomas Dravier. Donc on a trouvé cette présentation très intéressante car il nous transmet parfaitement la passion de son métier et au cours de sa présentation, il nous donne vraiment une impression de s'épanouir dans son métier, ce qui est une bonne perspective et qui donne vraiment envie de continuer dans une voie, comme par exemple le spatial, qui nous donne vraiment une motivation pour se lever tous les matins et aller travailler. Alors du coup ensuite on va vous présenter 3 parcours de 3 intervenants. Donc moi je vais commencer par monsieur Julien Alsina, qui est technicien dans l'hyperfréquence. Alors il a commencé par un DUT génie télécom et réseau, ainsi qu'une licence pro radiocom à Sabatier. Il nous a ensuite présenté plusieurs qualités pour pouvoir devenir technicien d'hyperfréquence, comme la curiosité, le travail en équipe, l'adaptabilité, la rigueur, la persévérance et le fait de pouvoir proposer des solutions à certains problèmes. Il nous a aussi présenté différents types de techniciens en s'introduisant dans la chaîne de production des différents types de matériaux électriques. Il a expliqué où il se situait par rapport à la chaîne et quel était donc du coup son travail. Il nous a donné ensuite la preuve que même après 17 ans de travail à TAS, il en apprenait tous les jours, il faisait toujours de nouvelles choses et que c'était un métier qu'il appréciait énormément parce que ça changeait constamment en fonction des différents satellites et des différents produits avec lesquels il pouvait travailler. Voilà. Donc moi je vais vous parler de la présentation de Alexandre Martin. Elle était très intéressante et complète. Il nous a parlé de son travail. Il est cryptographe et il travaille sur Galileo. Du coup c'était très intéressant de rencontrer quelqu'un qui a un impact un peu sur notre vie au quotidien, parce que Galileo c'est un peu comme les GPS, enfin, qui nous permet de nous repérer. Et c'était intéressant aussi parce qu'il avait un parcours assez classique, mais il avait quand même fait quelque chose assez atypique. Par exemple, son stage d'école d'ingénieur,
Il l'a fait dans l'industrie, ce qui est plutôt exceptionnel parce que d'habitude ils font plus dans des métiers un peu plus bas, parce que par exemple supermarché ou dans l'industrie. Et ce qui était aussi très agréable et intéressant, c'est qu'il était très transparent vis-à-vis de certaines questions, par exemple l'argent ou les horaires. Et du coup, c'était appréciable qu'on nous en parle et enrichissant. Et maintenant, Abigail va vous faire sa présentation en anglais. So I'll be talking about Daphne Lagrange. So she ensures the smooth progress of projects from beginning to end. We thought the particularly interesting thing about her was that though her studies were relatively normal or traditional, she got to take part in 2 projects and 3 work experiences while she was at university. What we also thought was interesting is that we could really see the progression from someone our age to where she is now. So she told us that at our age, she wanted to work in forensics, but because she was afraid of blood, decided to go on into lipstick manufacturing. She also had, during her work experience, she worked at L'Occitane in cosmetics, then went on to Airbus, which is aeronautics, and ended up in TAS with aerospace. So we really saw the change from forensics all the way to aerospace, going through lipsticks and cosmetics, which was a real difference. Thank you.